Avant de commencer l'histoire, nous vous prions de bien vouloir aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mon téléphone vibre contre la table de conférence pour la 3e fois en 5 minutes. Je l'ignore, me concentrant sur les plans d'architecte étalés entre moi et Marc Duval, mon client le plus important ce trimestre. Ces lignes de vue depuis la chambre principale sont exactement ce dont nous avions discuté, dit Marc, traçant son doigt le long du bord du dessin. Mais je me demande si nous pourrions. Un autre buzz, puis un autre. Persistant, exigeant l'attention comme un moustique qui n'arrête pas. Je suis tellement désolée, dis-je, forçant un sourire professionnel. Permettez-moi de mettre ça en silencieux. Je retourne mon téléphone, et c'est là que je le vois. Un texto de maman, Geneviève, comme elle préfère que tout le monde sauf moi l'appelle. N'appelle plus et ne viens plus. Tu ne fais plus partie de cette famille. C'est fini. La famille a décidé. Ma main tremble. Le café déborde du bord de ma tasse sur les plans immaculés, laissant une légère tache brune dans le coin sud-ouest de ce qui aurait dû être le projet déterminant de ma carrière. « Tout va bien ?» demande Marc, l'inquiétude lui traversant le visage. « Très bien, je réussis à articuler, tamponnant le déversement avec une serviette. Juste une petite affaire de famille. » Affaire de famille. Comme si être excommunié par SMS à 16h15, un mardi après-midi, était une petite affaire de famille. Mon esprit revient à ce matin. Après avoir passé la nuit blanche pour finir ses rendus, j'avais transféré 2500 € sur le compte de maman, de l'argent que je pouvais difficilement épargner, pour ce qu'elle avait appelé une réparation d'urgence de la climatisation. La 3e urgence ce mois-ci. J'étais si épuisée que j'avais à peine enregistré la notification de solde dangereusement bas qui avait suivi. « Reportons » suggère Marc, ramassant ses affaires. « Tu sembles distraite. »« Non, s'il te plaît, je commence, mais il est déjà debout. C'est bon, Sabrina, la famille passe avant tout ?»« N'est-ce pas ?» Il sourit, ignorant le couteau que ses mots me tordent dans la poitrine. « Nous reprendrons vendredi. » 30 minutes plus tard, je me retrouve à conduire devant la maison de maman. Mes mains serrent le volant si fort que mes jointures blanchissent. Plusieurs voitures sont alignées dans l'allée, la Lexus argentée de tante Danielle, le ridicule cabriolet rouge d'oncle Robert. La maison brille d'une lumière chaude contre le ciel qui s'assombrit, et à travers la fenêtre avant, je peux voir des silhouettes bouger, des verres levés. De la musique flotte à travers la fente de ma vitre de voiture. Rire. Célébration. Célébration de quoi? Mon bannissement? J'ouvre Instagram avec une sensation de naufrage dans l'estomac. Le dernier message de ma sœur Séraphine apparaît en haut de mon fil. Un selfie avec maman, tante Danielle et oncle Robert, tous souriant largement. La légende dit « Tellement bénie d'être avec ma vraie famille, couper la toxicité », publié il y a 25 minutes. Mes doigts tremblent en l'appelant. Elle répond à la 4e sonnerie. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix de Séraphine est glaciale. Rien à voir avec le ton pétillant qu'elle utilise dans ses vidéos d'influenceuse. Qu'est-ce qui se passe? Maman vient de m'envoyer un message disant que je ne fais plus partie de la famille. Elle te l'a déjà dit? Bien. Une pause. Tu es trop toxique, Sabrina. S'il te plaît, respecte nos limites. Limites? De quoi parles-tu? Je viens d'envoyer de l'argent à maman ce matin pour... Ne ramène pas ça à l'argent. C'est une question de comportement. Quel comportement? Si tu ne le sais pas, ça fait partie du problème. Sa voix baisse en un murmure. Je dois y aller. N'appelle plus. La ligne se coupe. Les premières gouttes de pluie frappent mon pare-brise, tandis que je suis assise là, fixant mon téléphone. L'incrédulité se cristallise lentement en quelque chose de plus dur, de plus froid. Prise de conscience. J'ai toujours été la responsable, la réparatrice de la famille. Celle qui a abandonné l'université lorsque papa est parti pour aider maman à se remettre sur pied. Celle qui envoie de l'argent chaque fois qu'il y a une urgence, ce qui coïncide mystérieusement avec les escapades de week-end de Séraphine ou les rénovations spontanées de la cuisine de maman. Mon application bancaire confirme ce que je sais déjà. Mon solde est dangereusement bas après le transfert de ce matin. Une autre notification apparaît, un avertissement de découvert. Le paiement de l'hypothèque est prévu pour demain. Celle qui est toxique, c'est moi? Après tout ce que j'ai fait? La pluie tombe plus fort maintenant, correspondant à la tempête qui gronde en moi. Je rentre chez moi, dans mon appartement vide,
l'espace que je peux à peine me permettre parce que chaque euro supplémentaire leur est destiné. J'ouvre mon application de registre financier et crée une nouvelle feuille de calcul. Chaque transfert, chaque urgence, chaque prêt qui n'a jamais été remboursé. Je documente tout, regardant les chiffres grimper. 42 000 € au cours des 18 derniers mois. À côté de cette feuille de calcul, j'ouvre le fil Instagram de Séraphine et commence à croiser les dates. Le jour après avoir envoyé de l'argent pour l'urgence de plomberie de maman, Séraphine a un week-end spa, les fonds pour la réparation automobile. Un nouveau sac de marque apparaît dans ses publications, les frais médicaux, des vacances en famille auxquelles je n'étais pas invitée. J'ai payé pour mon propre exil, je murmure à mon salon vide. Quelque chose en moi se déplace, comme une clé tournant dans une serrure rouillée. Je prends mon téléphone, change les paramètres et le mets en mode « ne pas déranger ». Plus maintenant. Le lendemain matin, la vieille tablette semble plus lourde qu'elle ne devrait l'être, tandis que je la sors du fond de mon placard. Je souffle la poussière de sa surface, me demandant si elle fonctionne encore. 3 ans, antique selon les normes technologiques, abandonnée lorsque j'ai acheté un modèle plus récent. Je branche le chargeur et j'attends. Un miracle. Elle s'allume. Je fais défiler des applications dont j'avais oublié l'existence lorsqu'une bannière de notification glisse du haut de l'écran. Facebook, une plateforme que j'ai à peine touchée depuis qu'Instagram est devenu le domaine de prédilection de Séraphine. Geneviève Dubois a publié pour la première fois en 8 semaines. Le compte de maman est toujours connecté. Bien sûr que si. La femme qui avait besoin de mon aide pour configurer les mots de passe des emails et récupérer les comptes oubliés n'a jamais tout à fait compris le concept de déconnexion. La technologie, c'est pour les jeunes, disait-elle toujours, acceptant joyeusement le dernier iPhone que je lui achetais pour Noël. Mon doigt plane au-dessus de la notification. C'est une invasion de la vie privée. Cela dépasse les limites. Puis je me souviens de son message. Tu ne fais plus partie de cette famille. C'est fini. Les limites ont déjà été franchies. Je touche la notification. Le fil Facebook de maman remplit l'écran. Rien de particulièrement révélateur, juste les photos habituelles, soigneusement sélectionnées, de dîners de famille que j'avais financés mais auxquels je n'étais pas invitée. Je navigue vers ces messages privés, justifiant chaque touche par des souvenirs de trahison. La conversation avec Séraphine est en haut. « Maman, tu as parlé à Sabrina de la situation de la maison au bord du lac? » Séraphine. Pas besoin. Une fois qu'on l'aura complètement mise à l'écart, elle ne saura jamais pour le testament de mamie. Maman, bien. Cédric dit qu'il peut s'occuper des formalités si le directeur du bois coopère. Il faut juste s'assurer que Sabrina reste concentrée sur ses petits projets de construction au lieu de poser des questions sur Estelle. Séraphine. Elle est tellement absorbée par le travail qu'elle ne vient presque plus nous voir. Je t'avais dit que ces urgences la tiendraient trop occupée pour vérifier l'état de mamie. Maman, parfait. Assure-toi juste de publier ces photos attentionnées quand tu y vas. On doit maintenir les apparences. Séraphine, déjà programmée pour jeudi. Petite fille bénie. Mon estomac se retourne. Me mettre à l'écart. S'occuper des formalités. Les messages s'étendent sur des mois, chaque message plus calculateur que le précédent. Il ne prenait pas seulement mon argent, il m'empêchait délibérément de voir ma grand-mère. Je descends encore, cherchant le contexte, quand un nom me fige. Maman, le directeur du bois dit que nous devons gérer la situation d'Estelle d'ici la fin du mois. Son esprit empire, mais elle demande toujours Sabrina. Ça devient un problème. Séraphine. On ne peut pas juste lui dire que Sabrina a déménagé? Maman, on a essayé. Ça l'énerve. Elle veut l'appeler. Mieux vaut limiter les visites tout court. Séraphine. Cédric dit que si on fait signer tout avant qu'elle ne soit pire, personne ne pourra le remettre en question plus tard. Une notification d'une autre conversation apparaît en haut de l'écran. Une cousine éloignée, à qui je n'ai pas parlé depuis des années. R.I.P. Tante Estelle. Tu vas nous manquer. J'envoie mes prières à ta famille en ce moment difficile. La tablette me glisse des doigts, rebondissant sur le tapis. Estelle est morte? Ma grand-mère est partie? Et personne ne me l'a dit? J'attrape mon téléphone avec des mains tremblantes, compose le numéro de ma mère avant de réfléchir. Elle répond à la 2e sonnerie. Sabrina, je pensais avoir été claire hier. Quand est-ce que mamie Estelle est morte? Ma voix ne sonne pas comme la mienne. Une pause, trop longue. Oh! Sa voix passe à un ton de surprise et d'affectation.
J'ai oublié de te le dire. C'est arrivé la semaine dernière. L'enterrement est demain. Seulement la famille. Tu comprends? Seulement la famille, je répète. Les mots ont le goût du métal. Oui, ma chérie. Étant donné notre situation actuelle, ce serait inconfortable pour tout le monde si tu... Je mets fin à l'appel, fixant l'écran vide. Estelle, la femme qui m'a appris à dessiner, qui a sauvé mes croquis d'enfance quand maman les a jetés comme encombrants, qui a cru en mes rêves d'architecture quand tout le monde les appelait irréalisables, est partie. Et ils me l'ont caché. Le choc commence à se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus froid. Le chagrin demeure, mais partage maintenant l'espace avec la fureur. Je retourne à la tablette. Méthodique, maintenant. Il y a une référence à un avocat, Arthur Perrin, dans les messages. Une recherche rapide révèle son bureau au centre-ville de Lyon. Professionnel, spécialisé en droit des successions. Je passe l'appel. Perrin et associé. Bonjour. J'ai besoin de prendre rendez-vous avec Maître Perrin concernant la succession de ma grand-mère. Son nom était Estelle Dubois. Et votre nom? Sabrina Rossi. Je suis sa petite-fille. Un instant. Clics de clavier. Maître Perrin a une ouverture demain à 15 heures. Parfait. Je passe les heures suivantes à tout documenter. Capture d'écran des messages, virement bancaire, ligne du temps, créant une carte de la trahison qui s'étend sur des années, pas seulement des mois. Le schéma devient clair. Isolement systématique, épuisement financier et maintenant, apparemment, quelque chose à voir avec le testament de mamie Estelle. Mon téléphone vibre avec un message de Séraphine. Et Serette, je déteste te déranger avec tout ce qui se passe, mais pourrais-tu me dépanner pour un nouvel équipement photo? Juste un petit prêt. 1 200 € devrait suffire. Pour mon entreprise, pour la première fois dans notre relation adulte, je tape un seul mot. Non. Sa réponse est immédiate. Wow! Mamie vient de mourir et tu ne peux même pas aider ta sœur? Ça me dit tout. Je ne réponds pas. Au lieu de cela, je continue à organiser l'épreuve, me préparant pour la réunion de demain. Quoi que signifie gérer la situation Estelle, j'ai l'intention de le découvrir. L'après-midi suivant, je suis assise dans un bureau lambrissé en face d'Arthur Perrin. Il est plus âgé que ce à quoi je m'attendais. Fin de la soixantaine, avec des lunettes de lecture posées sur le bout de son nez tandis qu'il examine le dossier devant lui. « Mademoiselle Rossi, commence-t-il, avec une distance professionnelle dans le ton. Votre mère a déjà déposé le testament le plus récent de votre grande-mère. Tout semble être en ordre. Je crois que ce testament est un faux. » Ses yeux se lèvent, me mesurant. C'est une accusation sérieuse. J'ai des preuves suggérant que ma mère et ma sœur m'ont délibérément empêché de rendre visite à ma grand-mère dans ces derniers mois. Il y a des messages discutant de gérer la situation Estelle et des références à des documents à faire signer. Il enlève lentement ses lunettes. J'ai connu votre grand-mère pendant de nombreuses années, mademoiselle Rossi. Le testament que j'ai est daté d'il y a 3 mois. Et le testament précédent, un moment d'hésitation. Puis il tend la main vers un tiroir, extrait un autre dossier. Il y a 4 ans, dispositions significativement différentes. Puis-je le voir? Il me passe le document par-dessus le bureau. La première ligne de la section des bénéficiaires me coupe le souffle. À ma petite fille, Sabrina Rossi, je laisse tous les biens immobiliers, les actifs financiers et les effets personnels. La voix de Maître Perrin coupe mes pensées. Vous devez trouver des preuves de fraude, mademoiselle Rossi, des preuves sérieuses. Contester un testament est difficile dans les meilleures circonstances. Je soutiens son regard. Je comprends. Pour la première fois depuis que j'ai reçu ce message, je ressens quelque chose comme de l'espoir. Pas chaud, mais aiguisé et clarifiant. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils prévoient, je le découvrirai. Et ensuite, nous verrons qui a vraiment fermé la porte à cette famille. Le lendemain matin, le sourire de la réceptionniste de la maison de retraite vacille lorsque je me présente. La reconnaissance lui traverse les yeux, suivie de quelque chose qui ressemble étrangement à de la pitié. Je suis là pour récupérer les objets personnels de ma grand-mère, dis-je, forçant ma voix à rester ferme. Les affaires d'Estelle Dubois. Elle attrape le téléphone. Permettez-moi d'appeler le directeur Dubois. En attendant, je scanne la zone des visiteurs. Une photo encadrée de maman et Séraphine du Noël dernier est bien en évidence sur le bureau d'accueil.
Mamie Estelle n'y est pas, moi non plus. Le directeur Dubois apparaît en quelques minutes, un agent de sécurité planant à sa suite. Son visage s'arrange en une préoccupation professionnelle, mais ses yeux sont froids. « Mademoiselle Rossi, commence-t-il, je comprends votre désir de récupérer les affaires de votre grand-mère. » Il joint les mains devant lui. Cependant, seule l'exécutrice testamentaire, Madame Geneviève Rossi, a l'autorisation de retirer les effets personnels. Je suis sa petite-fille. Oui, eh bien, il s'éclaircit la gorge, nous avons des instructions spécifiques. L'agent de sécurité déplace son poids, la main posée sur sa radio. Instructions, je répète, de votre mère, l'exécutrice légale. Le directeur Dubois gesticule vers la sortie. Peut-être devriez-vous parler directement avec elle. 2 infirmières chantent, chuchotant. J'attrape des fragments. La petite fille dont ils nous ont avertis. Et essaie de voler des souvenirs. Mon téléphone vibre. Le dernier message Instagram de Séraphine apparaît sur mon écran. Une photo en noir et blanc d'elle, tenant les lunettes de lecture de Mamie Estelle, légendée. Certains membres toxiques de la famille essaieront de tirer profit du deuil plutôt que de le traiter. Protéger l'héritage de Mamie. La famille avant tout. Publié il y a 3 minutes. Très bien. Je me tourne pour partir, les mains tremblantes de rage plutôt que de faiblesse. Je serai en contact par l'intermédiaire de mon avocat. Le parking s'étend devant moi, vide, à l'exception de ma voiture et du soleil de l'après-midi qui scintille sur les pare-brises. Je suis à mi-chemin de l'asphalte lorsque j'entends des pas pressés derrière moi. « Mademoiselle Rossi, attendez !» Une infirmière en blouse bleue trottine vers moi, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Son badge indique Brigitte Leblanc, infirmière. « Je ne devrais pas faire ça, dit-elle, la voix à peine un murmure. Mais j'ai pris soin d'Estelle, je l'aimais. Le simple temps passé, aimait, me frappe comme un coup physique. Mamie est vraiment partie. « Que voulez-vous » je demande, méfiante d'un autre piège. Brigitte regarde à nouveau autour d'elle, puis s'approche. Ce qu'ils ont fait, c'est criminel. Elle ne demandait que vous, jamais eux, seulement vous. Quelque chose se déplace en moi. La première validation que j'ai ressentie depuis des jours. Quelqu'un d'autre le voit. Je ne suis pas folle, je ne suis pas toxique. Ils ont rendu visite quand elle signait des papiers, poursuit Brigitte. Ils ne m'ont pas laissé entrer dans la chambre. C'était contre le protocole. Quel genre de papier? Je ne sais pas exactement, mais après, le directeur Dubois était si content, il a dit que l'établissement recevrait un don substantiel. Nous échangeons nos numéros de téléphone, Brigitte promettant de me contacter si elle trouve quelque chose de concret. « Faites attention », m'avertit-elle. « Il vous surveille maintenant. » Cette nuit-là, je n'arrive pas à dormir. Je fais les 100 pas dans mon appartement, révisant tout ce que j'ai appris. Les posts de Séraphine sur La famille avant tout, la richesse soudaine de maman, le directeur Dubois qui bloque l'accès. Tout pointe vers le testament, mais j'ai besoin de preuves. Mon téléphone vibre à 2h17 du matin. Un message de Brigitte. « Vérifie ton email. Caméra de sécurité dans le couloir devant sa chambre. Je suis de nuit. Supprime ceci. » Le fichier vidéo se charge lentement. Le film en noir et blanc montre la chambre de Mamie, porte entr'ouverte. L'horodatage indique il y a 10 jours, 2 jours avant sa mort. À l'intérieur de la chambre, visible à travers l'ouverture, Cédric, le petit ami de Séraphine, penché sur un document, traçant soigneusement ce qui semble être une signature. Le directeur Dubois est debout à côté de lui, tampon de notaire à la main. Et là, en arrière-plan, maman et Séraphine regardent, des verres de champagne à la main. Je le rejoue 3 fois, chaque vision alimentant ma colère. La 4e fois, je remarque quelque chose dans le coin, le lit de Mamie, vide. Où était-elle quand ils ont falsifié sa signature? Un autre message de Brigitte arrive. Elle était en radiologie pour des examens. Il connaissait son programme. « Je vous ai eu », je murmure à mon appartement vide. Le lendemain matin, je cherche à nouveau dans les messages Facebook de maman. Un nom apparaît à plusieurs reprises dans les échanges concernant Mamie. Béatrice. Elle semble être quelqu'un que maman évite activement. Parfait pour mes objectifs. Google trouve une Béatrice Dubois à Marseille. 63 ans. Née Béatrice Dubois. Le nom de jeune fille de ma grand-mère était Dubois. Ce pourrait être la sœur de maman. Mes doigts planent au-dessus du clavier, le doute s'insinuant. Et si elle n'était qu'une autre complice? Et si cela empirait les choses?
L'image de Cédric falsifiant la signature de mamie me vole ma résolution. Je compose le numéro. Allô? Une voix de femme, forte mais méfiante. Tante Béatrice? Vous ne me connaissez pas? Je suis Sabrina, la fille de Geneviève. Ma voix se brise. Je pense que ma mère est en train de voler l'héritage de mamie Estelle. Un long silence s'ensuit, puis un soupir fatigué qui contient des décennies d'histoire. Je ne suis pas surprise, enfant. Geneviève a fait la même chose à nos parents il y a 30 ans. La validation me frappe comme une vague. Vous me croyez? Bien sûr que je te crois. Elle m'a complètement coupée quand notre père est mort, prétendant que j'étais instable, que j'avais mal géré l'argent. Ça te dit quelque chose? Oui, exactement ce qu'ils disent de moi maintenant. Dis-moi ce dont tu as besoin, dit Béatrice, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai l'impression d'avoir de la famille. 2 jours plus tard, je rencontre le docteur André Morin, un expert en écriture recommandé par Béatrice. Il compare des échantillons de la signature de mamie provenant de mes cartes d'anniversaire avec la signature du testament photographié que Maître Perrin a fourni à contre-cœur. Le docteur Morin n'a besoin que de 10 minutes. Ceci est incontestablement un faux, déclare-t-il, et même pas particulièrement bien fait. Les points de pression sont incohérents, les formations des lettres nettement différentes. Il lève les yeux de sa loupe. Celui qui a fait cela était pressé. Avec l'analyse écrite du docteur Morin et le film de sécurité, je contacte le commissaire Sophie Laurent de la Division des crimes économiques. Elle examine tout attentivement, posant des questions précises sur les lignes du temps et les relations. Nous devrons agir de manière stratégique, conseille-t-elle. Ces types d'affaires dépendent donc du timing. Nous ne voulons pas qu'ils se débarrassent des biens avant que nous puissions agir. Je repars avec un plan en place, une date d'audience pour la présentation des preuves et quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des semaines. De l'espoir. Ce soir-là, un avis officiel arrive à mon appartement. La lecture du testament de mamie, prévue pour vendredi au bureau de Maître Perrin. Un timing parfait. Mon téléphone s'illumine avec un message de Maître Perrin. Ils ne savent pas, pas ce qui s'en vient. Alors que je prépare le dossier des preuves, fichiers vidéo, analyse d'experts, déclaration de témoins, mon téléphone sonne, le nom de maman apparaît à l'écran. Après des semaines de silence, maintenant elle veut parler? Je réponds, la curiosité l'emportant sur la prudence. Sabrina, chérie, sa voix est douce comme le miel, la façon dont elle devient quand elle veut quelque chose. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je laisse le silence s'étirer, me souvenant de toutes les fois où je me précipitais pour m'excuser en premier, pour réparer les choses que je n'avais pas brisées. On se voit à la lecture, mère, dis-je finalement, ma voix calme et claire. Je mets fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, une petite victoire qui semble plus grande qu'elle ne devrait l'être. Le jour de la lecture du testament, j'arrive au bureau de Maître Perrin, précisément à 15 heures. Ni 1 minute en avance, ni 1 seconde en retard. La ponctualité calculée est délibérée. Je refuse de leur donner la satisfaction de paraître soit impatiente, soit réticente. La lourde porte de chêne se ferme derrière moi avec un léger clic. 7 têtes pivotent à l'unisson, les yeux s'écarquillant tandis qu'ils enregistrent ma présence. Le visage de ma mère passe de composé à alarmé en l'espace d'un battement de cœur. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» chuchote Geneviève à Séraphine, sa voix portant dans le silence de la pièce lambrissée. Ma sœur roule des yeux de façon dramatique, s'assurant que tout le monde remarque son mépris performatif. Elle penche la tête vers tante Danielle, jouant avec son public comme toujours. Je prends le seul siège restant, directement en face de ma mère, et soutiens son regard sans ciller. Ses yeux s'esquivent les premiers. Geneviève a l'air coûteuse aujourd'hui. Son tailleur de couleur crème semble fraîchement acheté, les étiquettes de prix probablement encore dans sa voiture. Des clous de diamant attrapent la lumière quand elle tourne la tête, des clous que je reconnais d'une urgence médicale il y a 3 mois. 2 000 € bien dépensés, apparemment. Séraphine tient son téléphone dans un angle qu'elle considère discret, documentant ce qu'elle légendera plus tard comme un moment familial solennel. Son pouce bouge rapidement, ajoutant probablement des filtres avant même que la lecture ne commence. Cédric se déplace inconfortablement sur son siège à côté d'elle, les yeux clignotant nerveusement vers le directeur du bois, qui est assis bien droit près de la fenêtre. Leur confiance semble exercée plutôt que naturelle, la posture de personnes qui croient avoir déjà gagné.
Tante Danielle et oncle Robert flanquent ma mère comme des serre-livres, leurs expressions un ensemble assorti d'anticipation satisfaite. La famille s'est arrangée physiquement comme elle l'a fait émotionnellement, un front uni, avec moi, clairement positionné comme l'étrangère. Maître Perrin s'éclaircit la gorge. Si tout le monde est présent, nous allons commencer la lecture des dernières volontés et testaments d'Estelle Dubois. Il ajuste ses lunettes et commence à lire le document devant lui, son détachement professionnel masquant les opinions personnelles qu'il pourrait avoir sur son contenu. Moi, Estelle Marie Dubois, étant en bonne santé mentale, commence-t-il, sa voix ferme et mesurée. Alors qu'il lit le préambule légal standard, j'observe le visage de ma mère. Un léger sourire lui joue au coin de la bouche, devenant plus prononcé chaque fois qu'apparaît la phrase « à ma fille Geneviève Rossi » ou « à ma petite-fille Séraphine Rossi ». Ma collection de premières éditions classiques américaines à ma petite-fille Séraphine, lit Maître Perrin. Des livres que Séraphine n'a jamais ouverts, jamais appréciés. Des livres dont j'ai passé des heures à discuter avec mamie Estelle tout en l'aidant à tourner les pages fragiles. Ma propriété de la villa au bord du lac et tous les meubles associés à ma fille Geneviève. La maison où j'ai passé tous les étés à aider mamie à planter ses hortensias bien-aimées. Le reste de mes actifs financiers, y compris les actions, les obligations et les comptes bancaires, à diviser entre ma fille Geneviève et ma petite-fille Séraphine en parts égales. Pas une seule mention de mon nom, comme si je n'avais jamais existé, comme si je n'avais pas été la seule à lui rendre visite régulièrement au cours des 5 dernières années. Je reste silencieuse, rassemblant le poids de l'attention de chacun tandis que Maître Perrin continue avec les dispositions finales. Quand il lève finalement les yeux et demande s'il y a des questions, la pièce s'est installée dans un silence satisfait, la quiétude des vautours après un festin. « Puis-je dire quelque chose ?» je demande. Ma voix calme mais claire. La pièce se tend, le pouce de Séraphine se fige à mi-texte, le sourire de Geneviève vacille. « Bien sûr, » dit Maître Perrin, me faisant signe de procéder. Je me lève, posant ma chemise de preuve sur la table. Le bruit du porte-document en cuir frappant le bois poli semblait anormalement fort. « J'aimerais présenter le docteur André Morin, » dis-je, hochant la tête vers la porte. Au signal, elle s'ouvre pour laisser entrer un homme distingué d'une 60aine d'années portant un ordinateur portable mince. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Geneviève, se redressant sur sa chaise. Le docteur Morin est un expert en écriture médico-légale. Je continue, l'ignorant. Il a examiné la signature sur ce document. Maître Perrin lève un sourcil, mais ne dit rien, tandis que le docteur Morin connecte son ordinateur au système de projection de la pièce. Le mur derrière la tête de ma mère s'illumine avec une image agrandie de la prétendue signature de mamie Estelle aux côtés de plusieurs exemples authentiques connus. Comme vous pouvez le voir, commence le docteur Morin, utilisant un pointeur laser pour souligner des caractéristiques spécifiques. Les points de pression, les traits de liaison et les formations des lettres sont incohérents avec les schémas d'écriture établis de Madame Dubois. Le directeur Dubois s'agite inconfortablement sur son siège, sa façade professionnelle commençant à se fissurer. Il manque de renverser son verre d'eau lorsque la porte s'ouvre à nouveau et que l'infirmière Brigitte entre doucement, prenant position près du mur. L'infirmière Brigitte Leblanc s'est occupée de ma grand-mère pendant ces derniers mois, j'explique. Elle a fourni une déclaration sous serment concernant les visiteurs dans la chambre de ma grand-mère le jour où ce testament a été prétendument signé. Geneviève se lève brusquement. « C'est ridicule. Arthur, vous ne pouvez pas permettre ça. Cette embuscade. » Je crois que mademoiselle Rossi a le droit de présenter des preuves, si elle croit qu'il y a eu des actes répréhensibles, répond Maître Perrin, son ton soigneusement neutre. La pièce finale se met en place lorsque le commissaire Sophie Laurent apparaît dans l'embrasure de la porte, m'adressant un signe de tête avant de s'adresser à la pièce. « Je suis le commissaire Sophie Laurent, division des crimes économiques », annonce-t-elle. « J'aimerais que tout le monde reste assis pendant que nous examinons des preuves supplémentaires. » Elle sort une tablette et lance une vidéo sur l'écran de projection. Le film de sécurité est granuleux mais indubitable. Cédric penché sur un document au chevet de ma grand-mère, traçant soigneusement ce qui semble être une signature, tandis que le directeur Dubois est debout à proximité, tampon de notaire à la main. En arrière-plan, les silhouettes distinctes de ma mère et de ma sœur regardent, jetant occasionnellement un coup d'œil vers la porte. « Éteignez ça immédiatement. » Geneviève se lance vers le projecteur.
C'est absurde. Elle essaye de nous ruiner par jalousie, crie Séraphine, les larmes apparaissant à la demande. Maman, arrête-les. Cédric se dirige déjà vers la porte, mais 2 agents en uniforme bloquent sa sortie. Son visage se vide de couleur, tandis que le commissaire Laurent commence à réciter les droits à Miranda, les mots familiers résonnant dans la pièce soudainement silencieuse. Geneviève Rossi, Séraphine Rossi, Cédric Leroy et Jacques Silvani, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification et conspiration en vue de frauder une succession. Le clic des menottes résonne dans la pièce. D'abord autour des poignets de Cédric, puis du directeur Dubois, puis de Séraphine. Lorsque l'agent tend la main vers Geneviève, elle sursaute comme si son contact pouvait la brûler. « Tu ne peux pas faire ça », murmure-t-elle, ne regardant plus l'agent, mais directement moi. « Je suis ta mère. » Le silence stupéfait qui s'ensuit se sent comme une présence physique dans la pièce. Tante Danielle et oncle Robert se sont déplacés dans le coin le plus éloigné, leurs expressions se transformant de suffisance en horreur, puis en distance calculée. « Nous n'avions aucune idée, » annonce oncle Robert à personne en particulier. « Si nous avions su quoi que ce soit à ce sujet, nous aurions certainement parlé immédiatement. » Maître Perrin attend que les agents aient escorté les 4 figures menottées vers la porte avant d'ouvrir le tiroir de son bureau. Il en retire un autre document, celui-ci dans une chemise bleue. « Je crois que c'est maintenant le document valide, » dit-il, plaçant le testament original de Mamie Estelle sur la table, celui que Madame Estelle Dubois a signé en ma présence il y a 4 ans, laissant la majorité de sa succession à sa petite-fille. Sabrina Rossi. Je ne ressens pas le triomphe que j'attendais, juste une douleur creuse là où devrait être la famille. Alors que la pièce se vide, le commissaire Laurent s'arrête à côté de moi. « Bon travail, » dit-elle doucement, « mais ce n'est pas encore fini. Ils seront bientôt libérés sous caution. » J'acquiesce, ramassant ma chemise de preuve. La bataille est gagnée, mais la guerre vient de commencer. Une semaine plus tard, la notification de la collecte de fonds éclaire l'écran de mon téléphone. Luttant contre ma fille avide et abusive. Le visage de ma mère me fixe, posé avec soin, avec un mouchoir tamponné au coin de son œil. La collecte de fonds a déjà amassé 3 200 €. Je fais défiler la description, ma mâchoire se serrant à chaque détail fabriqué. Selon Geneviève, j'ai manipulé ma pauvre grand-mère vulnérable et falsifié des preuves pour piéger ma mère et ma sœur innocentes. La section des commentaires déborde de sympathie et d'indignation en son nom. « Ta mère t'a élevée seule après que ton père vous a abandonnées toutes les 2, » écrit quelqu'un nommé Léa. « Comment as-tu pu lui faire ça? Ils ne savent pas que papa est parti parce que maman a vidé leur compte joint. Ils ne savent rien. » Mon téléphone professionnel sonne. C'est mon collègue Marc. « Sabrina, je viens de voir la chose la plus dérangeante sur TikTok. Ta sœur... » « Je sais. » Je le coupe, me frottant les tempes. Elles sont libérées sous caution et mènent une campagne de diffamation. C'est devenu viral. Séraphine s'avance, le téléphone tenu à l'angle parfait pour son live stream, les larmes coulant déjà. « J'avais peur de parler, » dit-elle d'une voix tremblante à son public, « mais je ne peux plus rester silencieuse. » Je remarque plusieurs membres de la famille qui s'agitent inconfortablement, regardant entre nous, incertains à qui croire. Sans un mot, je marche vers la configuration audiovisuelle que tante Béatrice et moi avons préparée hier. Je connecte mon ordinateur portable tandis que Séraphine continue sa performance, son nombre d'abonnés augmentant à chaque larme de crocodile. « Je pense, » dis-je, interrompant son flux, « que nous devrions voir la vérité. » Le projecteur illumine le mur derrière moi, la première vidéo est jouée, moi nourrissant Mamie Estelle, l'aidant avec des exercices de physiothérapie, lui lisant pendant qu'elle sourit paisiblement. Pas de selfie posé, pas d'affection performative, juste un soin sincère. Des murmures se propagent à travers la famille réunie. La deuxième vidéo commence. Le film de la falsification, maintenant en résolution cristalline. Cédric penché sur le testament d'Estelle, pratiquant sa signature avant de l'appliquer au document. Le directeur Dubois appliquant son tampon de notaire. Geneviève et Séraphine regardant avec approbation en arrière-plan. Le live stream de Séraphine continue, mais sa performance vacille, tandis que l'écran de son téléphone se remplit de commentaires. Attendez, c'est réel? On regarde un crime se produire? Mon Dieu, elle nous a menti. Enfin, je joue l'enregistrement audio d'Estelle. Alors que la voix de ma grand-mère remplit la pièce, expliquant pourquoi elle m'a tout laissé, tante Béatrice s'avance.
Geneviève a fait la même chose à nos parents, annonce-t-elle, sa voix ferme. C'est un schéma. J'étais trop jeune pour l'arrêter à l'époque, mais je suis là maintenant. Les membres de la famille commencent à reculer de Geneviève et Séraphine, le front uni s'effondrant à chaque nouvelle révélation. Séraphine se lance vers le projecteur. Elle manipule les vidéos. Tout est faux. La porte d'entrée s'ouvre. Le commissaire Laurent entre, suivi de 2 agents en uniforme. « Violation de la caution », dit-elle simplement, et nous allons ajouter des accusations de diffamation. Alors qu'elles sont emmenées, le téléphone de Séraphine continuant de diffuser l'arrestation en direct, j'aperçois son nombre d'abonnés qui chute en temps réel. Sa persona d'influenceuse soigneusement construite s'effondre devant des milliers de témoins. La vérité finit toujours par faire surface, dis-je doucement, plus à moi-même qu'à quiconque. La retraite de famille continue, mais c'est un rassemblement différent maintenant. Un par un, les proches s'approchent avec des excuses maladroites et des réalisations stupéfaites. Je les accepte avec une dignité tranquille, sachant que si certaines relations peuvent être sauvées, rien ne sera jamais plus pareil, et c'est peut-être exactement comme cela devrait être. La sonnette retentit, une intrusion indésirable dans ma première matinée paisible depuis des semaines. Par le Judas, je vois tante Danielle et oncle Robert debout sur mon porche, leurs expressions figées dans ce que je reconnais comme leur visage d'intervention familiale. J'envisage de ne pas répondre, mais quelque chose en moi de cet acier qui s'est formé le jour où j'ai reçu le message de ma mère veut cette conversation. « Sabrina, chérie, dit tante Danielle quand j'ouvre la porte. Sa voix mielleuse de fausse inquiétude, nous devons parler. Je m'écarte sans un mot, les laissant entrer. L'eau de Cologne d'oncle Robert remplit mon salon, le même parfum envahissant qu'il portait à la villa au bord du lac lorsque tous m'ont traité de toxique. « C'est allé trop loin, dit-il, refusant mon geste de s'asseoir. La condamnation a été prononcée hier. 7 ans pour ta mère, Sabrina, 7 ans. 4 pour Séraphine, ajoute tante Danielle, serrant son sac de marque comme un bouclier. Et ce pauvre garçon Cédric en a eu 8. Tu dois retirer les plaintes. La famille, c'est la famille. Un calme étrange m'envahit. Vous étiez là, n'est-ce pas? Je demande, ma voix ferme. Au dîner de famille, la nuit où maman a envoyé ce message. Ils échangent des regards. Je ne vois pas le rapport, commence oncle Robert. Vous mangez la nourriture et buviez le vin que j'ai payé. Je m'approche. Le vin que j'ai acheté avec l'argent que maman disait être pour une unité de climatisation cassée. Pendant que vous me traitiez toutes de toxiques. Le visage de tante Danielle rougit. Sabrina, tu n'es pas juste. Nous ne savions pas. Vous saviez. Les mots sortent tout doucement, mais ils atterrissent avec poids. Vous avez toujours su. Vous n'êtes pas la famille. Vous êtes son public. Oncle Robert se redresse, l'indignation remplaçant son ton conciliant. Maintenant, écoute-moi bien. Je marche vers la porte et la tire grand ouvert. Sortez de chez moi. Ce n'est pas fini, dit tante Danielle, mais sa voix tremble. Ça l'est pour moi. Les procédures légales ont progressé avec une rapidité inattendue après cela. Le directeur Silvani a accepté un accord de plaidoyer, fournissant un témoignage qui a scellé le destin des autres. La campagne GoFundMe que Séraphine avait créée, Aidez-nous à combattre la trahison familiale, a été fermée. Tous les dons remboursés par ce qui est devenu le premier acte officiel de la Fondation Estelle. Le deuxième acte de la Fondation a été de lancer une initiative de réforme des maisons de retraite à la mémoire de ma grand-mère. 3 semaines après la condamnation, je reçois une épaisse enveloppe du Centre correctionnel pour femmes. 10 pages de la graphie élégante de ma mère, pleine d'explications, de justifications et d'excuses, soigneusement construites, qui n'assument jamais la responsabilité. Elle me rappelle notre beau lien familial. Elle souligne à quel point Séraphine souffre sans son accès aux médias sociaux. Elle suggère que peut-être, nous avons toutes les deux fait des erreurs. Je passe des heures avec cette lettre, lisant et relisant, sentant les mots essayer de s'enrouler autour de moi comme des chaînes familières. J'écris des dizaines de réponses dans ma tête, des arguments et des contre-arguments, des défenses et des accusations. En fin de compte, je prends une seule feuille de papier et j'écris une phrase. Tu avais raison la première fois. C'est fini. Après un moment de réflexion, j'ajoute un PS. Ton compte de cantine ne sera pas financé par moi. Essaie de manifester l'abondance. Comme Séraphine t'a appris, je scelle l'enveloppe sans regret. La guérison vient dans les moments calmes après cela.
Debout sur la tombe d'Estelle avec des jonquilles fraîches, ses préférées. Restaurer son jardin à la villa au bord du lac, mes mains dans la terre qu'elle soignait autrefois. Appel hebdomadaire avec tante Béatrice, construisant une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Mon cabinet d'architecture me promeut après que j'ai apporté 2 clients majeurs. Sans le drainage constant des urgences familiales, mes finances se stabilisent, puis prospèrent. Quand décembre arrive, j'organise un petit rassemblement à la villa au bord du lac. Mon collègue Marc et sa femme, 2 amis de mon groupe de course. Tante Béatrice, qui prend l'avion depuis Marseille. Nous mangeons et rions autour d'une table où personne ne tient le score, où personne ne prend sans rien donner en retour. Ce soir, je suis assise sur le pont de la villa, au bord du lac, regardant le soleil sombrer derrière les arbres. Mon téléphone vibre avec une notification. La Fondation Estelle a attribué sa première bourse d'études pour le personnel de maison de retraite à une jeune infirmière nommée Lily Dubois. Je jette un dernier coup d'œil à mon fil de médias sociaux. Le compte d'influenceuse de Séraphine reste figé dans le temps, son dernier message recueillant encore des commentaires occasionnellement virulents d'anciens abonnés qui connaissent maintenant la vérité. Avec un sourire silencieux, je mets mon téléphone en silencieux et reporte mon attention sur le coucher de soleil qui peint le lac de nuances d'or et de rose. La famille que nous choisissons, je pense, est la famille qui compte.